L'interview politique d'Europe Matin, Jean-Pierre Elkabbach. Ce matin, vous recevez donc Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius, je vous remercie d'être avec nous en direct. Bonjour. Bonjour et ravi d'être avec vous. Quelle aide la France apporte-t-elle ou va-t-elle apporter aux victimes de la tragédie philippine d'abord? Oui, c'est une tragédie épouvantable, et on parle de 10 000 morts, mais peut-être malheureusement plus. Et d'abord, il faut envoyer vraiment une pensée de solidarité à tous ceux qui sont là-bas. Concrètement, nous avons décidé d'envoyer 10 tonnes de fret qui partent ce matin. Quand je dis le fret, c'est à la fois des tentes, des moyens de s'abriter, etc. Il y a 2 PC de crise qui ont été installés, l'un bien sûr au Quai d'Orsay et l'autre, j'ai demandé à notre ambassadeur à Manille d'installer un PC de crise, ce qui est fait. D'autre part, les grandes organisations d'aide caritative ont lancé toute une série d'éléments, nous les aidons et puis ils font un appel aux dons et il faut essayer évidemment de les aider. Et puis on est en contact avec les Français qui sont là-bas. Il y a pas mal de Français, mais pour le moment, je dis bien, il n'y a pas particulièrement d'inquiétude à avoir pour nos ressortissants. Mais c'est un drame absolument épouvantable. Et vous dites que la France se sent donc concernée par le malheur des Philippines ce matin. Bien sûr. Et j'écoutais M. Barré, sans vouloir faire de philosophie à partir d'un drame humain qui nous saisit. Il y a aussi la question derrière du dérèglement climatique, et M. Barré avait raison d'insister sur l'importance énorme de cette question qui détermine la vie de l'humanité. Je me rends d'ailleurs fin de la semaine à Varsovie où il y a une conférence là-dessus, mais on prépare, puisque c'est la France qui va abriter la grande conférence qui va décider de tout cela en 2015. C'est extrêmement difficile, puisqu'il faut agir par consensus, mais vraiment toute notre énergie est mise sur cette préparation. En fait, dans l'immédiat, c'est le drame des Philippines, et il faut les aider au maximum. Nicolas Barré disait 380 milliards de dollars le coût, et le coût en vie humaine, c'est presque des centaines de milliers, bien sûr. C'est pas simplement une affaire financière, c'est d'abord une affaire humaine. Oui. Il faut bien comprendre que si on laisse faire les choses, c'est pas 2 degrés d'augmentation de la température, on peut aller jusqu'à 5 degrés, et on parle toujours de réchauffement climatique. C'est une erreur. Il faut parler de dérèglement climatique. Alors, c'est-à-dire que tout est bouleversé. Laurent Fabius, à Genève, la France a refusé l'accord avec l'Iran sur son programme nucléaire. Quelle garantie vous faut-il pour arriver à un éventuel accord? Non, les choses ne se présentent pas exactement comme ça. Si vous me permettez, je ne veux pas être trop technique, enfin, il faut expliquer à nos auditeurs exactement comment les choses se présentent. La question du nucléaire iranien est une question absolument majeure pour la sécurité régionale et pour la sécurité mondiale. Quelle est notre position? Pas seulement celle de la France, mais celle des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et puis de la communauté internationale. La position est celle-ci. En ce qui concerne l'énergie nucléaire civile, l'Iran a parfaitement le droit d'utiliser l'énergie nucléaire civile. Mais la bombe atomique, non. Voilà ce dont tout procède. Parce que la bombe atomique, pour les Iraniens, ça signifierait un danger pour la région, d'autres pays auraient la bombe atomique, sans doute, et pour la Terre entière. Mais est-ce que l'engagement, lors de la négociation de Genève des Iraniens vous rassure ou pas? Est-ce que ça veut dire que derrière leurs idées de négociation, ils ont envie de la bombe? Il y a eu des progrès, c'est absolument évident, mais il n'a pas été possible d'aller jusqu'au bout. La négociation, elle continue, c'est-à-dire que dans 10 jours, enfin 9 jours, nos directeurs politiques se retrouveront de nouveau à Genève, et il y a un texte sur la table qui n'est pas un texte uniquement français, qui est un texte qui a été accepté par ce qu'on appelle les 5+1. Il ne faut pas... mais on a noté, Laurent Fabius, des divergences entre les 5+1. Sur quoi portent-elles? On va y venir. Bon, je ne veux pas entrer dans tous les détails parce que nous sommes engagés, et je respecte cette consigne, à ne pas être trop détaillé puisque la négociation continue. Mais il y a 2 ou 3 points sur lesquels nous, quand je dis nous, ce sont en particulier les 6, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la France, plus l'Allemagne. Voilà l'état où nous en sommes. Il y a 2 ou 3 points qui font encore difficulté avec les Iraniens. J'espère que ces difficultés vont être surmontées.
Alors, j'en prends deux ou trois. Bon. Il y a une question, souvent on lit ça dans la presse, on ne sait pas trop toujours à quoi ça fait allusion, dite du réacteur d'Arak. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a différents types de réacteurs, et ce réacteur d'Arak, qui n'est pas encore fini, est un réacteur dit à eau lourde. Et ce réacteur produit donc d'une manière très importante du plutonium. Il est donc extrêmement proliférant, et s'il allait jusqu'au bout, s'il fonctionnait, ça permet à l'Iran de fabriquer une bombe nucléaire par an. Est-ce que vous demandez aux Iraniens d'y attendez, mais est-ce que vous demandez aux Iraniens sur le réacteur d'arrêter? C'est pas la peine. Non, mais est-ce que vous demandez d'arrêter? Pour être clair. Donc nous disons qu'il faut prendre des dispositions pour que ce réacteur d'Arak ne puisse pas être activé comme il était prévu et qui ne puisse pas conduire à la bombe atomique. Voilà un point. Et là-dessus, évidemment, nos collègues nous suivent et les Iraniens ont encore un effort à faire. Il y a une deuxième question très importante qui est celle de l'enrichissement d'uranium. Là aussi, soyons précis. L'uranium peut être enrichi à des pourcentages différents. Quand c'est à 3 ou à 5%, ça ne pose pas trop de difficultés. Quand c'est à 20%, comme c'est le cas de beaucoup du stock iranien, ça permet très vite d'aller à 90%, et à 90%, on peut faire une bombe atomique. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les Iraniens vont faire de leur stock important à 20%? Nous discutons de cela, nous sommes d'accord avec nos propres partenaires pour dire il faut que ce stock à 20% soit démantelé et revienne à 5%. Sinon, et il y a encore un effort à faire du côté de la partie iranienne. Et puis, il y a une question plus générale. Comment assurer cette question d'enrichissement, pour que les Iraniens, je reviens à mon point de départ, puissent utiliser l'énergie nucléaire civile, mais pas aller vers la bombe atomique. Vous voyez, ce sont des discussions très précises. Oui, Laurent Fabius, sinon, dans quel délai l'Iran peut-elle avoir sa bombe? Si nous n'arrivions pas à un accord, ça poserait un problème considérable d'ici quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, vous savez, il y a des domaines sur lesquels on n'est pas d'accord avec les Russes et les Chinois, etc. Mais là, nous sommes absolument tous d'accord. Il y a eu un rôle très important que je veux souligner de Mme Ashton, qui est la haute représentante européenne qui conduit l'ensemble de nos négociations. John Kerry, avec son énergie habituelle, a fait beaucoup avancer les choses. Et nous ne sommes pas loin d'un accord avec les Iraniens, mais nous ne sommes pas encore. Et le rôle de la France, j'ai lu un peu des critiques, on dit, parfois, certains disent, mais la France, elle est isolée. D'autres disent, elle est suiviste. Non, la France n'est ni isolée, ni suiviste. Mais on dit aussi, elle indépendante. La France est indépendante, la France travaille pour la paix. Et on dit souvent, elle adopte une stratégie belliqueuse ou méfiante, alors qu'il y a peut-être une politique d'ouverture. Mais par exemple... Non, nous sommes fermes, nous ne sommes pas fermés, c'est pas la même chose. Nous voulons la paix. Nous voulons, et là je constate un changement très important de la part des Iraniens, mais nous voulons aller jusqu'au bout. Et c'est ce à quoi nous travaillons avec nos partenaires. Et moi j'ai bon espoir qu'on arrive à un bon accord. Justement, vous avez dialogué tête à tête avec le ministre Javad Jarif, le ministre des Affaires étrangères. Bien sûr. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à la bonne foi ou à la pratique d'ouverture ou à la politique d'ouverture de Téhéran? Je pense qu'il y a eu un grand changement avec l'élection du président Rouhani, lié d'ailleurs largement aux sanctions qui avaient été prises, puisque les sanctions mettent l'Iran en difficulté. Donc l'Iran, en tout cas le président Rouhani et M. Zarif et beaucoup d'autres, veulent un changement. Nous en sommes d'accord et heureux, mais il faut que ce changement soit garanti. C'est ce sur quoi on travaille. Oui. Mais je vous le répète, on est en cours de négociation. On a déjà beaucoup avancé, mais il faut aller jusqu'au bout. Est-ce que vous dites que les garanties soient là? Est-ce que ce matin, vous dites sur Europe 1 que le prochain rendez-vous du 20 novembre à Genève, c'est-à-dire le lendemain de votre voyage avec le président Hollande en Israël, le 20 novembre peut être décisif? Est-ce que l'accord pourrait être conclu le 20? Je l'espère. Peut-être pas le 20 parce qu'il y a les directeurs politiques et ensuite il faudra que les ministres confirment tout ça. Mais nous ne sommes pas loin d'un accord et évidemment, tant que l'accord n'est pas fait, il n'est pas fait. Mais on travaille dans la bonne direction. Simplement, nous voulons que ce soit solide. Laurent Fabius, puisque nous sommes complets et que vous êtes en train d'expliquer tout en détail, il y a deux critiques. Un, vous ménagez le gouvernement Netanyahou et Israël, où on dit vive la France. Vous rejoignez les néoconservateurs à la McCain aux États-Unis. Et trois, vous ne voulez pas fâcher les adversaires de l'Iran, le Qatar et l'Arabie saoudite. C'est peut-être difficile à entendre, mais je vous le dis. Nous ne situons pas par rapport à tel ou tel. Nous voulons un accord
qui assure la sécurité régionale et internationale. Oui à l'énergie nucléaire civile pour les Iraniens, non à la bombe atomique. Le reste, évidemment, il y a des conséquences par tout cela. Mais nous travaillons, la France, c'est une tradition, on travaille pour la paix. Laurent Fabius, ma question est évidente et vous le savez. Est-ce que vous avez des nouvelles des 4 journalistes dont les 2 d'Europe 1 détenus en Syrie ? Votre question, elle est parfaitement légitime et on a une pensée vraiment en permanence pour eux. Nous travaillons, bien sûr, pour cela. Mais la règle que le président de la République et moi-même nous sommes donnés, c'est discrétion, parce que c'est la clé de l'efficacité. Mais vous savez... Si nous n'avions pas eu de discrétion, nous n'aurons pas sorti les moulins fourniers de leur situation. Mais nous aurons un jour nos amis... Si nous n'avions pas eu de discrétion, nous n'aurions pas sorti les ex-otages d'Arlit. Donc, respectons cette règle et travaillons comme nous le faisons sans cesse. Dernière remarque, vous voyagez tellement que vous connaissez l'état et les dangers du monde. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Est-ce qu'il y a un message ? Est-ce qu'il faut sanctuariser le budget de la défense ? Est-ce qu'il faut jouer la paix ? Est-ce qu'on approche de la paix alors que les menaces de l'islam radical montent ? Beaucoup de messages à tirer, mais je dirais tout simplement, je crois que tout le monde pense à ça, la paix et le rassemblement. Voilà les 2 messages. Le rassemblement intérieur, vous voulez dire ? Le rassemblement intérieur, oui, bien sûr. Merci en tout cas, Laurent Fabius, d'avoir été avec nous ce matin. Demain, Jean-Pierre ? Et demain, service secret, espionnage, contre-espionnage avec Bernard Squarcini, l'ex-patron de la DCRI, le Squal. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le Squal n'a jamais parlé. Merci Jean-Pierre Elkabbach et merci à Laurent Fabius qui a été notre invité ce matin sur Europe 1.